Et je me suis demandé si tu n'avais pas eu peur, tout à coup, de faire un film, disons le mot, commercial, quoi. Tu rigoles ou quoi? Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber. It's a cruel, cruel summer. Et mes hommes fatals sont... Jeff Domenech, enfin Kinopod meurtrier. Philippe Sedbon, Kino Caliente. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur L'été meurtrier, 1983, réalisé par Jean Becker, sans jamais oser le demander. 3 petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour notre été qui n'en finit pas, on dirait le Sud. Mais avant tout, n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, pour que le show continue, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, je suis ravi de retrouver Philippe, qui nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Dans un petit village, l'arrivée d'Isabelle Adjani, pin-up myope comme une taupe aux mœurs légères, affole la population masculine. Pimpon le pompier tombe raide dingue amoureux et l'invite à venir vivre dans sa maison familiale. Maintenant, il faut que je sois patiente. Je les retrouverai tous. Ce ne sont que les prémices d'une terrible vengeance. Parfait, bravo mon ciné-poteau, c'est de la belle ouvrage. Et à propos de poteau, Jeff entre en piste et nous raconte la genèse du film. Je te remercie Jean, déjà, d'accepter de se faire ce très joli film français. Je l'adore. Donc je suis ravi de pouvoir parler. Donc voilà, Les Meurtriers, en fait, donc c'est le retour derrière la caméra après 16 ans d'absence de Jean Becker, qui s'était retiré du grand écran. Il a fait 3 films avec Jean-Paul Belmondo. Un homme et la roca, Échappement libre et Tendre voyou. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Il avait fait des pubs entre-temps, etc. Mais il rencontre le romancier Sébastien Japrisot. C'est une rencontre initiée par le producteur Serge Silberman, qui avait dans le but de se créer une collaboration entre ces deux hommes. Et il commence à travailler sur 2 projets avant que Japrisot évoque un fait divers, celui d'un homme tombé fou amoureux d'une starlette de village qui le mène par le bout du nez. Et il finit par l'étrangler. Et c'est à partir de cette histoire que Japrisot a commencé à écrire un scénario qui était bien ficelé, mais qui aboutissait pas. Et au cours d'une soirée, Becker lui dit « Écoute, tu es écrivain, écris un roman, et à partir de là, tu feras ton adaptation, et on en tirera un film. » Japrisot se vexe, il dit « Non, non, hors de question. » Voilà. 8 mois plus tard, Becker il reçoit un livre avec ce mot « Salut lâcheur, moi j'ai fait mon boulot, à toi de faire le tien à présent. » Et Japrisot avait écrit L'été meurtrier. Le livre connaît un immense succès. Et Japrisot est approché par beaucoup de productions, beaucoup de réalisateurs, mais il est fidèle en amitié. Il dit non, ça sera seulement Jean Becker qui aura les droits de mon livre. Cette grande preuve d'amitié, dit Jean Becker, se heurte à une réalité imprévue. C'est que le livre est extrêmement dense et il va falloir opérer des coupes. Et ça paraît inconcevable. Donc il va falloir faire une version longue pour la télé. Sauf que Becker n'a pas envie de bosser pour la télé, il refuse de bosser pour la SFP. Les gens de la télé trouvent la censure dit que le film sera trop violent, c'est impossible que ce film-là soit un film télé. Ça ira pas plus loin, Japrisot écrit l'adaptation finalement de son livre en 4 mois, et le tournage est planifié pour l'été 79. Et ce que dit Becker, je n'ai pas changé une virgule de l'adaptation qu'il a faite, c'était une écriture magnifique et en plus très visuelle. Je n'avais que la mise en scène à faire, voilà. Adjani est la première comédienne contactée pour faire le film, mais elle était enceinte, et les 2 hommes décident de patienter. Donc la première comédienne, donc c'est Adjani, mais elle adore le livre, elle ne se sent pas de jouer ce rôle. Malgré la déception et l'incapacité de passer à autre chose, Becker se résout d'auditionner d'autres comédiennes. Mais malgré tout, il continue à brancher Adjani là-dessus parce qu'il est persuadé que c'est elle. Il repousse ça en 81. Adjani sollicité refuse encore une fois, elle leur écrit carrément. Et dans les nouveaux essais qu'ils font, il va y avoir une jeune comédienne nommée Valérie Caprisky, qui a 18 ans à ce moment-là, et elle est parfaite pour le rôle. Sauf qu'Adjani, au même moment, et c'est au Mexique pour un tournage d'un film de Carlos Saura Antonieta, elle relit le livre, elle relit le scénario,
Elle dit, je suis en train de faire une énorme connerie de refuser ce rôle. Et elle rappelle dans tout Paris pour choper Becker et Caprizzo. Elle dit, je veux faire le film finalement. Et c'est la mort dans l'âme que Becker doit annoncer à Valérie Caprisky qu'elle ne fera pas le film. Comme Francis l'avait fait avec Villeray pour la chèvre, à peu près, puisqu'il est promis. Ou comme De Palma avec Bob Hoskins sur Les Incorruptibles aussi. Ouais, c'est ça. 3 heures du matin. Allô c'est Isabelle Adjani, oui. Et moi, je suis le pape. Au revoir, je raccroche, quoi. Ça ressonne. Non, Jean, je vous assure, c'est Isabelle. Je veux faire le film. Hein? Mais Isabelle... J'ai engagé Valérie. Et là-dessus, Souchon qui vient, qui me dit, je fais plus le film. Oh, j'ai dit, incroyable. Et on s'est battu vraiment pendant des années pour faire ce film, quoi. Et arriver à ça avec Sébastien Japrisot. Ce que dit Becker par rapport à Valérie Caprisky, moralement, je me sentais engagé vis-à-vis de Caprisky, mais j'ai dû faire un choix. Valérie avait 18 ans et tout son avenir devant elle, et je lui ai préféré Adjani. C'est injuste et dur, je le sais. Elle doit me haïr, je la comprends et je l'accepte. Cependant, les difficultés perdurent car Adjani était engagée sur plusieurs projets. Elle est obligée de faire décaler le tournage de Mortelle Randonnée de Claude Miller. Et enfin, L'été meurtrier va pouvoir exister. Pour jouer l'amoureux d'Isabelle Adjani, il envisage Becker, Depardieu ou Devers, ça se fait pas. Et c'est finalement Souchon qui voulait pas faire le rôle et qui l'a accepté. Le tournage va se passer pendant l'été 1982 dans le Vaucluse et sorti le 11 mai 83. Il sera représenté au Festival de Cannes et fera plus de 5 millions de spectateurs au box-office. Waouh, Si parfait. je peux ajouter une chose avant de passer au casting, c'est Oui. que moi j'ai lu le bouquin à sa sortie parce que j'adore Japrisot depuis toujours. C'est un de mes romanciers préférés. Et j'avais lu le bouquin et le rôle de Pimpon, le pompier, était clairement écrit pour Gérard Depardieu. C'est la description physique, la personnalité, c'était vraiment Depardieu. Souchon, c'est venu comme ça parce qu'ils m'ont tous dit non. Depardieu m'a dit non, machin, enfin plein de tous. Ça, finalement, je vais voir le film de Ravenot qui s'appelait Tout feu, tout flamme. On sort de là avec ma femme. Il dit, il est pas mal, Souchon. Étonnant. Ouais, on ne sait pas pourquoi il a décliné l'autre. À l'époque, il faisait 5 films par an, donc... Ouais, c'est vrai qu'il était beaucoup plus frais. Et justement, ça nous amène au casting avec Philippe. Bon, avant tout, je tiens à dire que pour moi, c'est un des plus beaux films français d'après-guerre. Enfin, se dire, c'est un très grand film pour moi. Français qui retrouve toutes les qualités des films des années 30, 40, 50. Tu vois, c'est vraiment un casting parfait, un scénario vraiment au poil, quoi, dans la précision, etc. Donc, c'est vraiment un bijou, ce film. Et évidemment, Adjani, qui trouve, je crois, le rôle de sa vie, c'est-à-dire qu'il la synthétise complètement, etc. Heureusement qu'elle l'a tourné. Elle avait 28 ans quand elle a tourné ce film, et elle l'a tourné après La Gifle, L'Histoire d'Adélache, Mortelle Randonnée et un tas d'autres films importants, Nosferatu, etc. Ouais. Et elle est, à ce moment-là, au top total de sa carrière. Bon, après, il y aura encore des bons films, mais il n'y aura plus cette espèce de qualité totale, absolue, sur plusieurs tournages d'affilée. Donc là, elle est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire, elle est à la fois stupide, touchante, méchante. Tu perds la mémoire, ma vieille, tu tiens conne. T'es bien méchante. Oui, t'es bien méchante. Enfantine. Enfin, elle arrive à avoir une palette de jeux assez extraordinaire quand même et créer un personnage unique, je trouve. Dans le cinéma, je vois pas d'équivalent. C'est vrai, Philippe, tu as tout à fait raison. Et pour continuer juste un tout petit peu sur elle, avant que tu continues le casting, elle amène une sensualité qu'on n'avait pas vue dans son acting au départ, avant, puisqu'on avait vu beaucoup d'hystérie, beaucoup de talent, bien sûr, entre les mains de Zulawski ou de Herzog. Mais là, elle se découvre une sensualité de femme fatale qu'on n'avait pas vue avant chez elle. Absolument, et surtout ce qu'elle sait faire magnifiquement, je trouve, dans ce film, que peu d'actrices arrivent à faire, c'est qu'elle n'est pas intelligente, Eliane. Ouais. Ouais. C'est pas une personne intelligente, c'est une instinctive, un petit animal blessé qui veut tout détruire autour d'elle, mais c'est pas une calculatrice, c'est pas une intelligente. Donc il faut le faire, ça. Je veux dire, il y a peu d'acteurs qui arrivent à jouer cette bêtise d'instinct animal, et c'est pour ça que le rôle est unique. Peu d'actrices, à mon avis, sauraient faire ça. C'est sûr. Jeff, tu l'as vu en salle à la sortie, tu m'as dit, et tu es tombé amoureux d'Isabelle Adjani instantanément. Ouais, c'est le premier film d'adulte, entre guillemets, que j'ai vu tout seul en salle. Wow. Je me rappelle, c'était au Cézanne à Aix-en-Provence, il était en salle 1. Ouais. Et je vois cette affiche, etc. Et c'est souvent, j'entends nos parents dire, ouais, je suis tombé amoureux de Rita Hayworth dans Gilda, etc. Moi, j'avais 12 ans et ça a été, un choc visuel de découvrir la beauté d'Adjani, pas uniquement parce que le fait qu'elle soit nue, même si ça a perturbé l'adolescent que j'étais.
outre la beauté du film, du scénario, etc., c'était un vrai film d'adulte que je voyais quand j'avais 12 ans. Et la beauté d'Adjani à l'écran, mais ça a été, voilà, j'étais amoureux d'Adjani pendant 10-15 ans. J'avais le poster de Subway, j'avais le poster d'Été meurtrier dans la chambre. Et toutes mes copines au collège, dès qu'il y avait un article sur Adjani, elles me le découpaient parce qu'elles savaient que j'étais fou amoureux d'elle. Voilà. Attends, quelqu'un voudrait dire bonjour à Philippe? Hello. Oh, c'est qui? Francis. Je connais. Continuez, je vous laisse. Ok. Merci. Francis Weber, incroyable. Mais vous, Incroyable. Oui. Il est venu uniquement pour Alors. moi. Uniquement pour Philippe, une émission avec des morceaux de Francis Weber dedans, c'est extraordinaire. Revenons au casting, effectivement. Alors j'ai un quiz pour vous deux, parce que c'est l'émission des quiz, après tout, des kino quiz. Jeff, le premier film d'Isabelle Adjani et Philippe. le petit bougnin. Ouais, bravo Philippe, quelle année? 1979. 74, 75 74, 75 70, les Bon, amis. ok. 70 carrément, ouais. Ah oui, puisque le 74, c'est la gifle, et c'est ça qui fait d'elle comme... Eh oui. Ouais, elle commence déjà à être une star, et puis tout d'un coup, effectivement, elle a un début de carrière américaine aussi, mais elle refuse, d'après Laurent Vachon m'a dit qu'elle avait refusé Heat. Elle devait jouer la femme de Pacino. Ouais. Donc Ouais. peut-être qu'elle n'a pas fait toujours les meilleurs choix de carrière. Je ne sais pas comment est sa maîtrise de la langue anglaise, mais on la voit c'est dans Driver avec Ouais. Ryan O'Neal, ouais, de Walter Hill. I didn't think you'd be the one to pay me. You're going to ask me why I did it? Et malheureusement pour elle, dans Ishtar aussi, avec Warren Beatty et Dustin Hoffman, Ouais. qui a été un des plus gros beats de l'histoire du cinéma. Elle est, comme disait Philippe, absolument exceptionnelle dans le film, et il fallait quelqu'un à côté d'elle qui soit formidable. Mais par contre, juste un truc sur ce qu'a dit Philippe. Oui. Quand même, après les théâtriers, elle a aussi quand même fait Camille Claudel et la Reine Margot. Oui, oui, bien sûr. Mais Hein, il bien a sûr, mais précisé c'est des qu'elle avait films. fait des choses encore, ouais. Mais c'est pas des, je veux dire, c'est des films spéciaux importants. Moi, je la trouve géniale dans Camille Claudel, etc. Mais tu as pas ce côté à la fois populaire et tu vois et grande actrice qu'elle avait jusqu'à ce film, jusqu'à L'Essai meurtrier. C'est des films un peu spéciaux, un peu élitistes. Ça n'a rien à voir, je crois. Et Ça comme n'empêche disait pas Philippe, qu'elle est- c'est le film qui cristallise un peu sa personnalité de star. Ouais. C'est ça. Moi, je pense qu'il doit rester qu'un film, ce sera L'été Les meurtrier. théâtriers, ça, là, moi, c'est mon film favori d'elle. Oui, ça. Ouais. Non, il n'y a aucun On est- problème. On Alors est bien en face d'accord. d'elle, tu me dis en face d'elle, puisque ça n'a pas été Depardieu, ce qui est quand même étrange quand tu as lu le bouquin, tu vois, tu te dis, il n'y a que lui, c'était un colosse, c'était un espèce de grand type un peu bêta, complètement fou amoureux, il aurait été parfait Depardieu. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Donc à la place, on a Souchon, Alain Souchon, le chanteur, ce qui a absolument rien à voir, puisqu'il était plutôt malingre, un peu passif comme ça. C'est un chanteur donc à grand succès qui a tourné 18 films dans sa vie et L'été meurtrier était son 3e film. Donc il s'en sort bien, très bien, parce que c'était pas évident de reprendre un rôle comme Pimpon. Maintenant, on n'est plus très loin du resto. Mais je vous ramène au village si vous préférez. Ça va pas, non? On lui supprime cette espèce de force physique de côté King Kong amoureux d'une étoile qui était dans le bouquin. Et c'est quand même pas mal parce qu'il lui apporte de l'humanité, il lui apporte de la fragilité. Tu te marres de me voir comme ça? Écoute, Pimpon, personne n'a envie de se marrer. Appelle plus Pimpon. Ouais. Et au bout du compte, le couple fonctionne très très bien. Et on comprend. Et ce qu'il a traduit très bien, c'est le côté fou d'amour. C'est ça qu'il arrive à transcrire et qu'il devient complètement subjugué par cette femme au point de devenir con et au point de tuer, quoi. Ça, c'est pas évident à jouer et je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Jeff, il a fait peu de films, Souchon, en fait. J'ai vu. Je vous Ouais, aime. parce qu'il disait. Ouais, mais il disait, moi je suis chanteur, surtout. Il a refusé au départ L'été meurtrier. Ouais. Parce qu'il disait à Baker, il fait non, mais je vais pas faire votre film. Il lit le scénario, il le rappelle en disant ma carrière de chanteur est foutue, je vais faire votre film. Il en a fait quelques-uns. Il a fait L'homme aux yeux d'argent, ce qui n'était pas un grand film de Pierre Granier de Fer. Il avait fait. Avant, il a fait Tout feu, tout flamme avec Adjani. Feu de flamme, voilà, c'est ça, ouais. Là, il avait fait La fête des pères, au jour d'un couple gay avec Thierry Lhermitte, je me souviens. Mais non, il n'était pas vraiment passionné par le cinéma, je pense. Je crois qu'il a pris ça comme ça. À la détente. Et puis bon, en tout cas, il est très très bien dans le film, comme a dit Philippe. Il a le rôle parfait parce qu'il fait vraiment un type provincial et pas un instant il peut imaginer qu'une fille aussi belle qu'Adjani puisse s'intéresser à lui, quoi. On dirait un poisson rouge quand vous me regardez comme ça. Mais comme tu disais, Philippe, il y a un casting très costaud autour de lui dans ce vrai mélodrame, cette tradition du mélodrame à la française.
énorme casting de second rôle, mais de second rôle haut de gamme, qui rappelle, je te dis, les films des années 30, 40, etc. C'est-à-dire chaque petit rôle ou même moyen rôle est tenu par une pointure impossible à critiquer. Je veux dire, c'est pile ça, quoi. Donc on a Suzanne Flon, la grande, immense Suzanne Flon, qui joue la Sono Cassé, qui est la tantine. Voilà, la tantine qui vit dans la maison de Pimpon. Il a un client à voir. Quoi? Il a un client à voir. Comment elle s'appelle? Et qui est la confidente d'Isabelle Adjani, alors qu'elle est sourde comme un pot, mais elles arrivent à communiquer et elle voit tout, elle comprend tout, et c'est un personnage presque un cœur antique comme ça au milieu du film qui est vraiment très intéressant. Elle est très touchante, Philippe, elle m'a presque fait penser à Liliane Guiche, tu sais, dans La Nuit du Chasseur, ou à Maud, dans Harold et Maud, c'est ces vieilles dames qui sont encore des petites filles, tu sais. C'est vrai, et qui sont d'une intelligence aiguë comme ça, et qui sont bienveillantes du début à la fin. Je suis pas si bête que tu crois. J'ai tout mon temps pour réfléchir. Enfin, c'est un très joli rôle, et c'est à mon avis aussi un des meilleurs de Suzanne Flon. Après, moi je te dis que ceux qui m'ont vraiment épaté à la revoyure, là, c'est Evelyne Didi. Je vous jure, si un marchand d'oiseaux passe par là, il la met en cage. Qui joue l'ancienne institutrice d'Adjani. Fantastique. Qui est une lesbienne folle d'amour, mais alors complètement ravagée d'amour pour Adjani, qui fait tout et n'importe quoi pour elle. Elle embrasse bien d'ailleurs, c'est incroyable. Et elle est formidable dedans, elle est réaliste et comique à la fois. Aussi sûr que je suis vivante, je lui volerai son âme. On a Jean Gaven, l'acteur fétiche de Japrisot, qui était un de ses amis intimes et qui arrivait à caser sur tous ses films, comme Le Passager de la pluie, La course du lièvre à travers les champs, etc. Il est bien d'ailleurs, Jean Gaven, je trouve qu'il amène quelque chose d'intéressant. Il est formidable. J'aime beaucoup, moi. Il est très américain, je trouve, comme acteur. Maintenant, on s'explique. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Alors, sachez que j'ai très bien connu Jean Gaven. Bravo, je t'en félicite. Et moi, je vais te dire, évidemment, je lui ai posé 1000 questions sur la séquence et il m'a dit la fameuse scène du baiser dans le bureau. Il l'a refaite quelques fois à son grand plaisir, il m'a dit. Est-ce qu'il improvise ou il t'a dit ou c'était écrit à la virgule près? Tout était écrit à la virgule près avec Japrisot. Tu pouvais pas t'amuser. Au contraire, il était très. Il est absolument fantastique. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, dont tu vas probablement parler, Philippe, qui est François Cluzet quand même, dans le rôle du frère François de Pimpon. Cluzet, qui était vraiment au début de sa carrière. Dites là-dedans, c'est pas un peu fini, oui. Non, mais c'est vrai, quoi, elle a meute tout le village. Et qui joue avec Manuel Gélin, les deux frangins de Pimpon. Et le trio fonctionne parfaitement, et même séparément, chacun fonctionne à sa manière. Et Cluzet, en espèce de loser qui essaye de gagner des trucs de vélo comme ça, il est très drôle, très touchant, énervant aussi. Et chaque fois, il dit... Mais gagné, merde! Chaque fois, quand il revient, il dit... J'ai perdu, merde! Donc il crée un vrai personnage. Mais il a énervé Jean Becker. Ça, c'est Jean Becker qui m'avait expliqué. Il m'a dit, Cluzet arrive. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il fait, moi, c'est l'acteur studio, Hoffman, Pacino, De Niro. Moi, c'est comme ça que je joue. et là, Becker, il fait, écoute, ce que tu vas faire, tu vas repartir dans ta loge et tu vas me faire revenir François Cluzet, s'il te plaît. Hein, parce que moi, j'ai engagé François Cluzet. J'ai pas engagé Dustin Hoffman. C'est drôle, mais tu sais, souvent dans les films de famille, les frères se ressemblent pas énormément, ou les parents se ressemblent pas énormément, mais là, il y a une espèce d'harmonie entre Boubou, Manuel Gélin, un autre copain de Jeff, Pimpon et Cluzet. Je trouve qu'on pourrait penser que ce sont trois frères, effectivement. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Dans ce film, tout fonctionne. C'est comme des petits miracles comme ça. Tout marche et tout est harmonieux, tu vois. J'ai gagné, merde! Après, il y a Galabru, qui est pas un acteur que j'adore tout le temps, personnellement, mais là, je trouve qu'il est bien parce qu'il est bizarre comme c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas un rôle monolithique, c'est un rôle un peu malsain, un peu glauque, comme ça, particulièrement dans une scène de flashback qui est très difficile à analyser. Et ça suffit. Oh, mais tu sais que tu te fais belle de partout, toi, hein? On en mangerait. C'est curieux. Tu sais, c'est un petit peu comme Serrault dans Garde à vue, tu sais, on peut se demander. Ouais. Alors, on ne sait pas s'il a vraiment eu un geste non approprié envers sa fille, ou si c'est elle qui l'a mal interprété. La façon dont c'est fait, c'est extrêmement étrange. Et Galabru Est-ce que c'est plus expliqué dans le roman ou ça reste tout aussi ambigu? Je m'en souviens plus. Je l'ai lu à l'époque, moi, à sa sortie. Est-ce que tu peux aller le relire? On arrête et tu reviens dans une heure? Non, continue à parler, je vais le lire vite fait. Alors, il y a un paquet de petits rôles, de rôles secondaires. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est Edith Scobb. Une visite pour toi, Eliane.
qui joue la psy à la fin, qui a un tout petit rôle. Votre femme était mentalement perturbée depuis longtemps, des années sans doute. Encore une très bonne actrice. Et voilà, il y a un peu... Excuse-moi, est-ce qu'on peut parler d'elle Elle était merveilleuse dans La Vieille Fille. Tiens, voilà votre femme. Et c'était bien elle qui était dans Les Yeux sans visage aussi, non? Si, bien sûr. Ah ouais, donc c'est une légende. Un peu méconnue, mais c'est vrai que dans La Vieille Fille... Nous allons écouter un concert de musique spirituelle. En espèce de folle furieuse, religieuse, etc. Elle était fantastique. Et puis Mademoiselle Bouchon aussi peut nous accompagner si elle veut. Mademoiselle Bouchon. Est-ce que je voudrais être ailleurs? La Donc femme de Lonsdal. Et dès qu'elle apparaît, ça me fait plaisir dans un film. Il y a aussi Roger Carrel qui est en troisième rôle, mais magnifique. Le rôle d'Henri IV. Fais pas de soucis pour la voiture. Il conduit bien, Pimpon. Qui se fait du souci? Je pas de plus, c'est tout. Le Martin Lamotte dans un... Fantastique, mais Martin Lamotte, il est toujours bien, mais je savais pas qu'il avait cette facette dramatique aussi, tu sais. Peut-être que tu te vantes d'avoir eu ma femme avant moi. Dis, faudrait pas confondre, hein. Celui des deux qui a piqué. Mais ça va pas, non? Pour en revenir à Galabru, Becker dit clairement on ne lui a pas donné de rôle assez important à Michel Galabru. C'est-à-dire que lui, il tournait tout et n'importe quoi. Il pouvait aussi bien tourner Le Juge et l'Assassin que Mon curé chez les nudistes. Mais, ou peut-être qu'il n'a pas joué dedans, hein, j'en sais rien. Mais je suis pas c'est sûr, dommage parce qu'il est quand même assez bouleversant dans cette scène derrière la porte face à Gianni. Tu n'arriveras pas à ouvrir. Allez, va-t'en. Pas face à lui. Et on ne s'attend pas du tout à ça. Et d'ailleurs, la gamine qui joue à Gianni jeune, c'est Mewen. Liliane Devigne. Qui est devenue réalisatrice, qui a fait Police. Mewen Lebesco. C'est elle qui joue le rôle de Gianni. Dis-moi, Galabru, à part Le Juge et l'Assassin et celui-là, il a fait très peu d'incursions dans les rôles dramatiques, non? Vous êtes donc tout désigné pour présider la section spéciale que nous venons de créer. Pourrais-je connaître les attributions de cette nouvelle juridiction? Il était dans Section spéciale de Costa Gavras où il était très bien dans un rôle de juge. Je me considère comme outragé qu'on ait pu penser à moi pour une telle besogne. Il en a fait quelques-uns par-ci par-là, mais c'est vrai s'il était né en Amérique, il serait devenu Ernest Borgnine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Il a pas de prénom? C'est juste. Qu'est-ce qui vous a pris? Figurez-vous, j'en ai déjà arrêté 3 comme ça. Dans le casting, quand même, Maria Machado. La mère, c'est une Allemande. Il l'a connue pendant la guerre quand il était travailleur obligatoire. On l'appelle Eva Braun. Maria Machado, extraordinaire. Extraordinaire, qui joue la mère de Elle, d'Eliane, par qui le malheur arrive, en fait. Eva Braun. Autour d'elle, autour du viol horrible qu'elle a subi, que tout va s'organiser pour une vengeance complètement tordue, mal agencée. Enfin, c'est formidable. Vraiment, le scénario, chaque fois qu'on en parle, je me dis, putain, il a quand même un talent fou, quoi, Japrisot. C'est pour organiser des machinations comme ça. Je me souviens celle du Passager de la pluie. C'est la même chose. C'est avec ce background de presque de Pagnol tragique, tu vois, aussi, avec tous ces personnages. C'est ça la force aussi de oui, parce qu'il présente, le film est présenté comme une espèce, effectivement, de pagnolade dans un village où tout le monde se connaît, tout le monde s'interpelle, tout le monde déconne sans arrêt. Et puis, petit à petit, t'as le malheur qui s'installe, le fatum, passé. C'est magnifique. Fort. Apparemment, Jeff Adjani aurait refusé, comme peut-être beaucoup de gens, pour la nudité aussi. C'était un truc qui était compliqué pour une actrice à gérer. Bon, maintenant, ça n'existe quasiment plus. On a les coordinateurs d'intimité sur les plateaux, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle le fait et c'est magnifique parce que c'est... Et il y a un autre truc, est-ce que vous connaissez le test de Bechdel? C'est de la merde. Vous êtes familier avec ça? Non. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est un truc qui a été établi par une jeune femme en Amérique, une journaliste, et qui dit qu'un film, pour qu'il passe le test de Bechdel, donc c'est son nom de famille à cette journaliste, il faut qu'il y ait eu au moins une scène avec 2 femmes qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. De la merde. Plantier, c'est de la merde. Et donc, effectivement, ce film passe formidablement le test de Bechdel. Eh bien, bravo. Que ce soit les scènes entre Suzanne Flon ou les scènes avec la professeure lesbienne qui est amoureuse d'elle, on a des vraies scènes avec des femmes qui sont magnifiques. Il y a une scène que moi je trouve admirable, c'est la scène, et pas seulement parce qu'Adjani est nue, c'est quand elle sort de la maison, tu sais, au petit matin, complètement nue. Voilà, de la grange, complètement nue,
sans complexe, sans aucune gêne visible. Elle est complètement Magnifique. animale à ce moment-là. Voilà, c'est Et ça. elle est vue par la mère de Pimpon, qui la déteste d'emblée. Et l'échange de regards qu'elles ont à ce moment-là, c'est prodigieux, quoi. C'est sublime. Une des forces du film, c'est les voix off aussi. Elle se prenait pour une star. Elle avait gagné un concours de beauté l'été d'avant à Saint-Étienne-de-Tinée. On l'avait élue Miss Camping Caravani. Depuis, elle se prenait pour une star. Oui, très juste. Alors c'est rare que ouais, voilà, c'est assez rare que chaque personnage ait sa voix off. C'est très romanesque. Mais c'est dans le roman. Hein. C'est dans le roman, okay. C'est-à-dire chaque roman, dans mon souvenir, chaque chapitre était vu par un des personnages. Waouh, ok. Ouais, ça marche très bien au cinéma aussi. Hein. Ouais. J'ai vu, Jeff, qu'il y avait également Lio et Jeanne Masse qui avaient été pressentis pour le rôle, mais si tu avais eu Lio ou Jeanne Masse face à Souchon, tout d'un coup, c'est le hit parade, quoi. D'ailleurs, à propos de hit parade, moi, cette scène sous le chapiteau, là, quand il danse ce slow là, sur l'été indien de Jodassin, waouh. Janie qui arrive dégoulinante de sueur avec son rimel qui coule, mais elle est juste, mais c'est la beauté à l'état pur. En plus, beauté et une actrice exceptionnelle, tu vois. Et la voix off ils ont mis que l'instrumental de l'été indien, parce que quand il y a la voix off de Souchon par derrière, on dirait que c'est lui qui chante des Jodassin, en fait. Je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Quand il parle de sa main moite, tout ça, etc. Cette scène, je peux la revoir, mais... Et dès le générique, déjà, avec la musique de Georges Delerue, quand tu vois le père de Souchon traîner son piano mécanique, etc. Et la scène, pour moi, il y a 2 scènes qui emportent tout, c'est cette scène de mariage, quand tu les vois valser ensemble, avec Adjani avec ses fleurs dans les cheveux, et la scène quand ils vont au restaurant, qu'elle lui dit qu'elle fait du calcul mental comme personne, qu'elle pleure comme une madeleine, et puis qu'il refait une addition derrière. Je trouve que c'est... Comme l'a dit Philippe, le film il est écrit mais magnifiquement, mais après Becker a dit je n'ai fait que la mise en scène, c'est vraiment... Tu parles, Jeff, de cette scène de bal quand elle arrive en sueur comme ça, mais ça fait partie de ces grands films suants, comme je dis. Tu sais, t'as Angel Heart, t'as des films comme Body Heat où les gens sont souvent comme ça en sueur, et ça c'est un des grands films de sueur, L'été meurtrier. Pour revenir à Jean Becker, on n'a pas assez parlé de son apport parce qu'on a parlé des acteurs, de Japrisot, etc. Mais Jean Becker, il a la qualité de faire des belles images sans faire d'esthétisme gratuit. Il fait jamais de cartes postales, il fait jamais de très très gros plans dramatiques, etc. Il s'efface complètement et il arrive à nous faire rentrer dans le film sans nous pousser dedans. C'est-à-dire, on regarde l'histoire, on suit les personnages et c'est qu'après qu'on se dit mais c'est quand même vachement bien réalisé et vachement bien monté, etc. Mais sur le moment, on n'y pense pas tellement c'est sobre. On se croirait à Hollywood. Oui, parce qu'il est totalement au service de l'histoire, et ça, c'est un grand metteur en scène qui arrive à se faire oublier et pas faire des plans flashy pour le plan flashy, quoi. Tu vois, c'est ça. Et Becker, je l'avais rencontré grâce à Jean-Paul. Il dit souvent, Becker, on ne dirige pas un acteur, il faut juste faire le bon choix au départ. C'est ce que disent beaucoup de metteurs en scène, effectivement. Casting is destiny, comme disait Milos Forman. J'avais rencontré une fois Jean Becker au festival de... Je sais plus, un festival de polar, je sais plus, à Cognac. Et on avait longuement discuté. J'avais d'abord parlé avec lui d'un Nommé la Rocca, qui est un polar que j'adore avec Belmondo, et de L'été meurtrier. Et c'est vrai d'abord, c'est un type hyper intelligent, qui connaît parfaitement son métier, et il avait été très content de parler de mise en scène, de parler de... Tu vois, c'était assez touchant. On peut parler un peu de lui, parce que il y a comme chef opérateur Étienne Becker, donc c'est une dynastie, les Becker du cinéma. Jeff, tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Jean Becker est né le 10 mai 1933, fils du célèbre cinéaste Jacques Becker, qui avait fait Le Trou, Ali Baba avec Fernandel, Casque d'or, Touchez pas au Grisby. Il était assistant de son père, et il y a cette fameuse anecdote sur quand son père cherche des acteurs pour Le Trou, il lui propose Belmondo, qu'il connaissait, il se fréquentait. Il lui projette le court-métrage de Charlotte et son Jules, où Jean-Paul joue dedans. Sauf que c'est Godard qui fait la post-synchro. Je n'ai couché dans mon lit, je dormirai dans un fauteuil. Vous ne voudriez pas étendre le manteau sur mes pieds? Et moi, quel idiot. Donc c'est Jean-Paul avec la voix de Godard. Et Jacques Becker, grand réalisateur au demeurant, il a une bonne gueule, ton pote, mais il a une voix de merde, j'en veux pas. Et le fait de ne pas avoir fait Le Trou, il a pu faire un bout de souffle, donc ça va. Tu vois. Donc il est fils de réalisateur de cette fameuse série, Les Saintes Chéries. Et ensuite, après L'été meurtrier, qui est un immense succès, il va encore s'arrêter pendant 12 ans de faire du cinéma, il va faire des pubs. C'est le Terrence Malick français, en fait, quoi. Ouais, il va faire des pubs. Et après 12 ans d'absence, il va faire Elisa, un très très joli film avec Vanessa Paradis. Et ensuite, en 20 ans, il va enchaîner 10 films. Donc c'est fou. Et donc on peut citer Les Enfants du Marais.
Et j'ai un pote qui était sur le tournage des Enfants du Marais. Et pendant un dîner, le soir, Villeray venait d'apprendre sa nomination au César pour le dîner de con. Et Jean Becker dit je pense, Jacques, tu vas devoir faire une place pour ton étagère car tu vas avoir le César. Et Villeray lui répond non, les comédies ne sont jamais récompensées au César, je ne l'aurai pas. Voilà, en tout cas, il l'a eu. Et derrière, il a fait Un crime au paradis, encore avec Villeray, Effroyable jardin, Dialogue avec mon jardinier, La tête en friche, Bon rétablissement avec Gérard Lanvin, Le collier rouge avec François Cluzet et Les volets verts, qui sera son dernier film. Et je vous conseille 2 jours à tuer d'Albert Dupontel, si vous ne l'avez pas vu en 2008. Il a eu un César, mais pas pour le cinéma. Il a eu César en 86 pour une publicité. Je voulais terminer avec une coïncidence avec Jean Becker. Sa belle-mère, donc la dernière épouse de son père Jacques Becker, était Françoise Fabian. Wow. Et coïncidence de la vie, Françoise Fabian est née le 10 mai 1933, comme Jean Becker. C'est étrange quand même dans les dates. Hein. Ah oui. Voilà. Il y a une controverse à Cannes, je crois, Jeff, au moment de la sortie du film. Ah oui, bien sûr. Alors, le film a été présenté à Cannes. Et alors, c'est pas du tout le film qui a un profil cannois. Cannes, c'est quand même des films assez élitistes, des films d'auteur. Et là, il débarque avec un film, on va dire, provincial, un film populaire. Et donc, en fait, c'est un peu le Venin Petit Canard, quoi, tu vois. À la rigueur, s'il était hors compétition, on aurait dit, OK, c'est possible. Mais un film en compétition, un film provincial, avec des acteurs... Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez prendre une note? Mais bien, ça se passe bien? Tout se passe bien. Salut Philippe. Tout se passe bien. Viens me voir aussi. J'arrive. Mais il y a des effets spéciaux dans Kinopod, c'est magnifique. C'était magnifique. Et pour en revenir à Cannes, en fait, là, Isabelle Adjani est vraiment passée au statut de star. Et elle a juste un contrat d'exclusivité, je pense, avec un photographe ou un média, et elle ne veut pas faire d'autres photos. Il n'y a pas de photocall, la conférence de presse, ça c'est très compliqué. Elle a un petit peu récolté ce qu'elle avait semé, c'est-à-dire que les photographes ont fait grève quand elle est arrivée au palais en posant leur appareil par terre, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. La dernière fois, c'était pour Belmondo. Et je crois qu'ils étaient absolument à bout de nerfs le 4e jour où a été présenté le film, et qui se sont saisis de l'occasion pour manifester leur mécontentement. La fois suivante où les photographes ont posé leurs appareils par terre, et je peux le dire parce que j'en ai été témoin, c'était pour mon documentaire Belmondo itinéraire en 2011, 17 mai 2011, puisque lorsque Jean-Paul Belmondo est arrivé sur le tapis rouge, tous les photographes ont baissé l'appareil pour l'applaudir, ils ont posé les appareils par terre, et ça avait été décidé en conférence de presse le matin avec Thierry Frémaux. Et donc voilà, ça a fait un petit lien avec Isabelle Adjani, mais pour d'autres raisons. Adjani ne voulait pas grossir, et elle buvait elle avait des thermos de jus de détox. Et elle faisait souvent des malaises parce que malheureusement elle ne mangeait pas. Comme elle se montrait nue, elle voulait avoir un corps parfait. Pour en finir avec Cannes, cette année-là, à l'ouverture, c'était La Valse des Pantins. Et les films français, c'était La Lune dans le caniveau et L'Homme blessé. Et le prix d'interprétation féminine n'est pas arrivé à Adjani, mais c'était Anna Chigula dans un film avec Isabelle Adjani, Antonietta, de Carlos Saura. Autre petit quiz, savez-vous quel était le film numéro 1 au box-office cette année-là? En 83? Ouais. Film américain? C'est un film peut-être du Botswana qui s'appelle Les dieux sont tombés sur la tête. Voilà, qui est tombé un petit peu en désuétude sur la tête et on n'en parle plus alors que c'était à l'époque, c'était un phénomène de société. Ouais. Alors j'ai quelques anecdotes sur le film que mon pote Manuel Genet m'a raconté. Lors du tournage du film, il y a François Cluzet qui avait une maison à Gordes. Et un soir, ils font une grosse stuff, une grosse bringue. Et c'est bien qu'il y a un hôtel qui est à côté qui téléphone pour dire, les gars, il faudrait baisser le son. Hors de question, on continue à faire la fête, etc. Parce qu'en fait, c'était un client de l'hôtel qui s'était plaint. Malheureusement pour eux, le client de cet hôtel, c'était Charles Hernu, le ministre de la Défense. Ce qui fait qu'une fois qu'ils les ont envoyés bouler les gens de l'hôtel, il y a 2 quarts de police qui débarquent et ils ont embarqué François Cluzet pendant 24 heures, qui était au poste. Et le lendemain, il gueulait, il était à travers son barreau, il gueulait, je veux mon Libé, je veux lire mon Libé. Et les flics ont vu Isabelle Adjani et Alain Souchon venir lui amener des oranges. Donc vraiment, on est dans un autre monde, là, tu vois. Donc. Mec, ça devait être un petit commissariat de quartier. Et bon, évidemment, il a été, ils l'ont libéré. Autre chose pour les rushs, Souchon ne voulait pas aller voir les rushs. Et il faisait ça sur un drap dans une mairie. La mairie d'un petit bled dans lequel il tournait. Et Adjani dit à Manuel Gélin, putain, mais je me trouve moche et grosse, je suis pas belle. Et là, elle avait besoin d'être rassurée, en fait, parce que quand même,
Il y a une fameuse chanson qui s'appelle Elle, Belle elle comme est, elle est Isabelle. absolument merveilleuse parce elle a toute elle a même des intonations à la Bardot, je trouve, par moment. J'ai crevé. Je me suis dit que si vous réparez les autos, vous réparez aussi les vélos, non? Elle a toute une sensualité. Et c'est un film sensuel. Ça n'existe plus aujourd'hui, ces films, les films sensuels, véritablement. C'est une autre époque, ça aussi, Jeff, où tout d'un coup, il y a des scènes d'amour, on sent véritablement une vraie un côté charnel dans ce film. L'intonation à la Bardot, quand elle vient faire changer sa roue par Souchon, c'est ça. Quand elle lui dit j'ai crevé, et elle voit le chariot, elle fait c'est marrant ça, et c'est exactement la voix de Bardot. Ça C'est m'a quand même. frappé. C'est marrant, ça. Vous allez vous salir. Et surtout les punchlines qu'elle a, donc je pense qu'elles sont dans le film. On danse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Grimper aux arbres? Elle fait d'accord docteur, tu parles Charles, dis donc Gaston. Enfin, chaque fois elle a des trucs. Alors, on voit qu'elle est limitée, que c'est une fille de province, elle le joue très bien. Bon, après, elle s'adresse à Pimpon, qui est un pompier, c'est un mec un peu bas du front aussi, hein. C'est un paysan, c'est pas non plus. C'est difficile d'exister face à Adjani quand même. Et Souchon y arrive très bien, Cluzet aussi. Ouais. Manuel- Il y a un truc qui l'aide un peu, c'est qu'ils ont la même coiffure. Ouais. Elle est une vraie femme fatale. Et Philippe, c'est un film noir, mais un film noir au soleil. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Oui, c'est une noirceur effarante. C'est-à-dire, il y a le thème, si tu veux, Japrisot a dû y penser en voyant ce western qui s'appelle Les Bravados, tu sais, qui est un western d'Henry King, où c'est aussi l'histoire d'un type qui veut venger sa femme qui a été violée et tuée par 3 hors-la-loi. Your wife and baby? Yeah. My wife and baby. Et il finit par les tuer tous les 3 un par un Why do you hunt me? pour apprendre que c'était pas eux les coupables. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le thème de l'été meurtrier. C'est très western, effectivement. Ouais. Ouais. Pour en revenir au César, je l'avais noté, donc il y a eu 4 Césars. Montage, adaptation, Suzanne Flon en second rôle et Isabelle Adjani. 4 Césars. Ok, parfait. Et pour en revenir à Cannes, c'était un film qui n'était pas fait pour le Festival de Cannes, en fait, parce que c'était vraiment un film provincial, assez populaire, et donc ils se sont un peu fait éreinter par la critique. Becker a toujours eu l'habitude de ça. Ça n'a pas empêché le succès, le film d'être un grand succès, mais c'était un peu le vilain petit canard à Cannes, parce que c'était souvent, quand tu as L'homme blessé de Patrice Chéreau, c'est quand même pas le même sujet que l'été meurtrier, quoi. Mais en tout cas, le public a fait un triomphe à ce film-là. Et puis, Philippe, on dit souvent qu'on reçoit les films différemment à différents moments de nos vies. Mais moi, je l'ai vu effectivement à l'époque, je l'avais pas revu depuis longtemps et je l'ai toujours autant aimé. C'est un film qui a pas beaucoup vieilli, qui a été assez épargné par le temps. Comme les vrais classiques, hein, comme tous les vrais classiques. Tu regardes des films, genre touchez pas au Grisby ou quoi, des années 50 ou 40, ça n'a pas bougé. Ça ne vieillit pas. C'est pris dans la masse et ça ne bougera pas, tu vois. Et l'été meurtrier fait partie des films très rares, surtout des années 80, qui se sont figés comme ça dans le temps et qui ne bougeront pas. Ouais, c'est ça. Et la quête du personnage d'Adjani, donc l'identification de cette femme, elle est en quête d'identité, tu vois. Donc elle a ses névroses et on sent qu'elle est violente, qu'elle cache beaucoup de choses. Et elle tente aussi de provoquer par ses attitudes, ses tenues, tu vois, la façon dont elle est fringuée, etc. C'est quand même quelque chose. Et puis elle enchaîne les partenaires à un moment donné. Quand Souchon apprend qu'elle a baisé avec le Portugais, l'ouvrier, elle a baisé avec Martin Lamotte, etc. Il dit putain, mais elle couche avec tout le monde, cette fille-là. C'est sa façon de faire, évidemment, histoire d'arriver à ses fins. Et puis elle a une phrase à un moment donné, fait quand on va entendre parler pour rien dire, pas besoin d'allumer la télé. Tu m'étonnes que les chaînes télé n'ont pas voulu financer le film derrière, tu sais. Pour en revenir au personnage d'Adjani, c'était vraiment, je me demande, je pense que, comment elle s'appelle, Caprisky aurait été trop jeune pour jouer le rôle. À 18 ans, elle a fait un peu ça dans l'année des Méduses, non, justement, ce personnage de jeune femme oui, c'est vrai, fatale. c'est vrai, c'est assez proche, Ouais. Il y a une film qui est assez proche aussi, je trouve, c'est 37-2 le matin, dans cette espèce d'histoire d'amour impossible entre un type un peu ordinaire et une femme fatale comme ça, ou en tous les cas, une femme peut-être qui n'est pas complètement dans sa ligue, comme on dit en Amérique aussi. C'est pareil, c'est tiré d'un grand livre aussi de Philippe Jean. Ouais. Il y a une scène aussi qui a été assez compliquée. Il y a une actrice qui a vraiment un troisième rôle dans le film, c'est Marie-Pierre Cazé. Mais elle est montée quand même. Une furie. Qui joue un peu l'assistante, la femme de ménage de Michel Galabru. Elle est là juste pour 1 ou 2 jours. Elle a juste une scène dans le film. Hein. Et elle angoisse. Alors, elle connaissait Galabru, elle va voir, parce que elle doit être violente, Adjani, dans le film avec elle.
Et Galabru la rassure, il fait non, non, mais ne t'inquiète pas, c'est du cinéma, tout sera truqué, etc. Et elle a raison de s'inquiéter, en fait, parce que Becker va voir Gianni, il fait je veux que tu la tues. C'est quand même assez fort. Et là, la pauvre Marie-Pierre Cazet, il commence à flipper. Et Marie-Pierre Cazet dit à Galabru, de toute façon, j'ai ma cousine qui m'a pris des petits cachets d'arnica au cas où j'ai mal. Et elle se prend tellement au jeu à Gianni, elle est vraiment en transe dans la scène. Ouais. Marie-Pierre Cazet sort avec un cocard, elle y arrache son truc, elle a un sein à l'air, alors c'est pas vraiment écrit dans le truc, hein. Ouais. Et elle avait un dentier, elle lui fait péter son dentier. Enfin, vraiment, elle en sort, mais massacrée, la pauvre Marie-Pierre Cazet, c'était pas vraiment écrit dans le Tu truc. sais, Jeff, tu sais ce qu'elle a dit à l'époque? Elle a dit, et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. J'attendais que tu me la places. Et comme pendant toute la matinée, elle avait dit à Galabru, j'ai mes cachets d'arnica, j'ai ma cousine qui a mes cachets d'arnica, donc il a été rassuré. Et Galabru, alors, il fait, vas-y, prends tes cachets d'arnica. Il fait, je peux pas parce que ma cousine est partie. Et la pauvre, elle était vraiment traumatisée par cette scène qui est assez forte. J'aime pas beaucoup les acteurs qui mettent en danger d'autres acteurs à cause de ce côté méthode qu'avait Joaquin. Tu vois, tu regardes Joaquin Phoenix sur The Master. Paul Thomas Anderson n'arrête pas de le lâcher sur des gens et c'était une espèce d'animal furieux. Et je trouve qu'on devrait contrôler un peu plus le truc quand même. Tu sais qui était connu pour ça, c'était Jack Palance. Jack Palance, il a envoyé Richard Widmark à l'hosto pour son premier film. Ils ont arrêté le tournage, il est parti à l'hosto. Le mec lui a démonté la tronche. Incroyable. Ouais. Ils vont au cinéma à un moment donné, devant un cinéma, c'est un petit cinéma de quartier. Alors j'ai regardé les affiches, je sais que ça plaît toujours à Romain. C'est la vengeance du serpent jaune. Non, pas la plume du serpent jaune. Okay. Ah ouais. Et un truc qui s'appelle Jaloux comme un tigre. Wow. Avec Darry Cole. C'est l'histoire d'un mari jaloux. Alors je sais pas si c'est voulu, c'est pareil. Mais parce que pareil, il y a les scènes où Souchon tabasse à Gianni. Quand tu lui tapes sur la gueule, etc. Et Manuel Gélin, à un moment donné, elle le prend elle se réconforte par Emmanuel Gélin. Et c'était un plan de raccord qui est tourné à Boulogne-Billancourt 3 mois plus tard, en fait. Mais le film est, comme tu dis, est d'une grande violence parce qu'effectivement, que ce soit cette agression terrible, on pense à Dupont-la-Joie, on pense aux vieux fusils. C'est effectivement des films qui sont marqués par la violence et ils n'ont pas peur de la montrer, hein, effectivement, comme dans les Chiens de paille ou les films américains, en fait. Ouais. La scène pareille où Adjani tête le sein de sa mère, c'est pas évident à jouer ce genre de scène. Non, c'est choquant. Alors c'est très très fort comme film, c'est très choquant. C'est comme scène, c'est très fort. Ça peut être à un moment donné, ça peut faire rire après t'as rire, et là pas du tout en fait. Elle est tellement dans son rôle que ça devient, c'est une grande intensité, ouais. Vous avez noté la présence de Jacques Dinam. Ouais. Le Bellec, quand il est parti, c'était pour prendre à son compte une scierie. Ah oui, Ferraldo. Notre idole culte. Il est formidable. Cette scène de l'agression sexuelle de Maria Machado, c'est traumatisant, mais je trouve que Becker la filme quand même avec beaucoup de pudeur, et alors je ne vais pas dire d'affection, parce qu'on n'en est pas là, mais il y a beaucoup de pudeur dans la caméra, parce que la scène est horrible à voir et horrible à revoir. Et on parlait des acteurs qui jouaient dans cette scène-là, et il y a ce fameux acteur des Compères qui prend le coup de boule de Depardieu. Mélenec. Ouais. Il joue dedans, il joue le rôle de Pamiers. Ils sont embourbés dans le col. Celui-là, c'était Pamiers. Je l'ai vu, ouais. Dans le film, et il se fait tuer par la vengeance de Galabru. L'autre, c'est Yves Afonso, qui avait des airs de Jean-Paul Belmondo. Exact. Ouais. Mais Jeff et Philippe, la scène la plus violente du film, pour moi, c'est quand même le moment où elle martyrise et elle maltraite sa pizza. J'étais très triste et ça m'a fait penser à Cobra découpant sa pizza au ciseau, dans Cobra. Donc c'est vrai que c'était assez dur. De bien beaux moments de cinéma. Ouais. Je suis vraiment en adoration devant ce film depuis 40 ans. Je peux le voir et le revoir sans problème. Et c'est un alignement de compétences, addition de compétences, et tu dis toutes les planètes sont alignées en fait. Le scénario, le réalisateur, les acteurs, le lieu, la musique. La musique de Laurier, elle est sublime. Mais moi, je suis nostalgique de ce cinéma-là qu'on ne sait plus vraiment faire. Heureusement qu'il nous reste les DVD, les Blu-ray. Là où on voit également la force d'Adjani, c'est à la fin, quand elle a cette espèce de régression infantile. Ah oui! Oh, ça, je voudrais bien. Oh oui! Et elle est parfaitement crédible, elle est jamais ridicule. Ouais.
Alors quand d'autres Ouais. mains moins expertes, ça aurait pu être un peu plus délicat. Et puis elle arrive à ses fins, malheureusement, parce Ouais. que ce sont deux innocents qui vont périr. Et ce final, là, ce plan final, qui fait penser aussi au plan final de Dupont-la-Joie, hein, si tu regardes. C'est pas le con, moi. Bon, sauf que dans Dupont-la-Joie, c'est une ordure qui meurt à la fin, donc c'est pas grave. Mais Jean Gaven et son beau-frère qui sont tués à la fin, c'est le point commun. Tu avais raison avec 37-2, quand elle perd la tête un petit peu à Gianni, comme Béatrice Dalle à la fin du film, quoi. Oui, Ça. c'est vrai, ouais. Elle perd pas la tête, en fait. Elle régresse à l'enfance. Elle régresse au moment où... Ouais, elle elle revient en... Ouais. Mais c'est bouleversant comme tout ce Vous film. saviez magnifique. bon, toi tu dois le savoir, Philippe. Jean, le vrai nom de Sébastien Japrisot. Jean-Baptiste Rossi. J'ai pas eu le temps de répondre, mais je le savais Heureusement que pas. je t'ai dit, Mais par Philippe, de contre, pas le dire. tu sais où il est né, Jeff? À Marseille. Marseille. Et Jean-Baptiste Rossi de son vrai nom. Et Sébastien Japrisot, c'est l'anagramme. Ouais. Waouh. Exact. Étonnant. Voilà. C'est un monsieur un peu oublié, un grand auteur, malheureusement un peu oublié aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Bah, Moi, je écoute, sais que j'ai espérons. appris, je vais te dire anecdotique, mais j'ai appris à écrire des scénarios très jeune. J'ai appris la mécanique, j'ai appris les dialogues et ça en lisant les novélisations de ces scénarios du Passager de la pluie à Deux l'ami, La course du lièvre à travers les champs, qu'il avait écrites lui-même, les D'accord. novélisations. Et c'était des cours de scénario, tu n'as même pas besoin d'aller en prendre d'autres, quoi. Si tu les Génial. décortiques, que tu les apprends un peu par cœur, etc., tu comprends vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les scénarios. La structure, les personnages. Ouais. Il y a un soir où ils ont dû arrêter le tournage, le 8 juillet 1982, parce que c'était le soir de France-Allemagne. Alors, vous n'êtes pas trop fan de foot, mais France-Allemagne est un match culte de la Coupe du Monde 1982 qu'on a perdu honteusement au pénalty face aux Allemands. Et ils n'avaient pas le moral, donc ils ont arrêté de tourner ce soir-là et personne n'a tourné parce que la France avait perdu ce soir-là. Voilà, il n'y avait pas eu de tournage. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur l'été meurtrier le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Bien sûr. Maria Machado et Michel Galabru avaient déjà tourné ensemble dans un très grand film de Jean Giraud, le président directeur général. Sachez-le, qu'on se le dise. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans ce grand mélodrame français. Nous sommes des ciné-brothers comme Pimpon, Mickey et Boubou dans le film. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube. Avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech et Viva la Libertà. Philippe Sedbon, from the Sébastien Japrisot Fan Club. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast meurtrier. Et maintenant, on ira où tu voudras quand tu voudras et on s'aimera encore lorsque Kino sera mort. Jeff, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Pas bon, le son, l'image était pourrie. Je crains que ça n'ait pas été enregistré, ce que tu as fait. J'y retourne. L'image était pourrie et le son était saccadé. Ok, je l'attends une autre fois. C'est bon là l'image? Check. Ok. Non, pas trop. Viens la chanter ici, elle sera meilleure. Jean, viens finir ici. Soyons fous. Allez. Sinon, viens chez moi. Hein. Magique. Français. Police allemande. Comme dans la combustion. Parfait. Je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast meurtrier. Et maintenant, on ira où tu voudras quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque Kino sera mort. Philippe, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Mais toujours. Je vais prendre des cours avec Anne Laurencin, moi.